Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Aujourd'hui nous allons plutôt parler de poésie et écouter des poétesses, des poètes. Et donc j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir mon ami Amar Ben Hammouche, accompagné de Sarah Mostrel et de Maggie de Coster. Pardon d'avoir un peu gratiné ce prénom. Donc, mon ami Amar Ben Hammouche a coordonné l'édition d'un recueil de poésie intitulé Poésie, lutte et combat. Il fait suite, donc ce livre fait suite donc à la création d'une association Appu Livre qui a organisé beaucoup d'événements culturels intéressants à Paris, même si notre ami Amar habite plutôt Rouen. Amar, bienvenue à l'impondérable. Merci beaucoup. Et ça marche pas? Ça marche. Merci beaucoup Youssef. Merci pour l'assistance. Je suis très honoré ce soir de cette invitation. Youssef, que je respecte énormément, je le respecte pour le travail aussi qu'il fait pour la culture ici à Paris. Un journaliste, un écrivain, mais aussi un invincible militant. Aujourd'hui, je viens pour vous parler d'un livre collectif paru récemment aux éditions en Milan, intitulé Poésie, lutte et combat. Et ce livre pour la 3e édition du Festival de Poésie, la Tour Poétique, organisée par notre association Appu Livre. Le livre est préfacé par Rachida Belkacem et l'illustration est faite par mon ami Hamid Haftis, peintre et sculpteur. Donc je vous parle un petit peu de notre association, de ce projet, mais aussi de ma contribution. J'ai essayé d'être bref et concis dans mon intervention. Donc notre association est fondée en 2021. L'association Appu Livre a pour but la promotion de la lecture et le livre et la culture. Aujourd'hui, le travail de la majorité des associations dites franco-berbères s'est réduit malheureusement au folklore. Il n'est pas question ici de dénigrer le folklore ou la culture populaire, encore moins de s'attaquer au patrimoine culturel et matériel, mais de s'ouvrir au champ de la culture dite savante. Notre finalité est de nous faire connaître par ce biais et de rencontrer les autres. Nous voulons, dans notre association, ouvrir un nouveau chemin. La culture artistique qui est la nôtre nous permet de nous faire connaître et de construire des ponts. Ainsi, la première étape importante est de passer de l'oralité à l'écrit en rassemblement des écrivains et des poètes de plusieurs nationalités. Notre association, et cela depuis 2022, organise un festival, la Tour Poétique, en référence à la Tour Eiffel de Paris. Après les 2 premières éditions de notre festival, la Tour Poétique, nous avons débattu au sein de l'association, avec les membres et les adhérents de l'association, l'idée d'un livre, un projet d'un livre poétique. Et sur mon initiative, nous avons conçu la thématique poésie, lutte et combat. Donc, restez après à trouver une maison d'édition, mais aussi des auteurs et des poètes qui vont contribuer à ce travail. Donc, j'ai contacté des poètes qui ont montré un vif intérêt, un grand enthousiasme pour ce projet, dont Sarah Mostrel et Maggie de Coster. Un mois plus tard, les éditions Milan acceptèrent ce projet de livre collectif sous la réserve de privilégier le quantitatif sur le qualitatif, mais aussi la sélection des textes à publier. Donc voilà. Donc vers le mois d'avril, les textes furent sélectionnés par un comité de rédaction et corrigés. Quelques jours avant le festival, au mois de juin, le livre a été publié. Donc le livre, il contient 3
parties. La première partie, c'est des textes de contribution. La deuxième partie, c'est un hommage à Frédéric Thézon qui nous a quittés en décembre dernier, un poète français de la région parisienne. Et c'est une contribution qui a été faite par notre amie Claire Boitel, et une poète aussi de la région parisienne. Et la troisième partie, c'est des poèmes. Je passe maintenant à ma contribution. Donc, ma contribution d'une quarantaine de pages porte sur les chanteurs poètes kabyles et les transformations politiques de l'Algérie post-indépendante. Pourquoi le choix? Tout d'abord des chanteurs poètes. La musique, la chanson et la poésie expriment ce combat universel des hommes libres contre toute forme d'oppression. L'artiste est toujours au diapason des masses. Donc de Victor Jara, Louna Smatou, bon, passons par Fabrizio De André. Brassens, le chanteur, le poète et le compositeur sont le miroir de tous les peuples qui aspirent la liberté. Pourquoi le choix aussi de Lounis Saïd Menglet et de Matou Blonès? Donc dans les chanteurs poètes, je ne peux pas citer tous les poètes et les chanteurs kabyles, sinon ça sera un livre. Donc voilà, donc j'ai pris deux chanteurs poètes. Premièrement, leur œuvre est plus, en plus de leur popularité évidente et d'une prolixité indéniable, sont également l'objet de nombreuses études, commentaires et travaux de recherche. Ils ont accompagné les transformations contemporaines en abordant dans leurs chansons et poèmes des questions sociétales, sociales et culturelles. Dans une société majoritairement analphabète et privée d'accès à la culture savante, le chanteur, le poète sont des ponts vers la beauté pour les masses populaires. Quand je parle ici, un point très important, quand je parle d'une société analphabète, je parle de notre société, la société algérienne, particulièrement kabyle, des années 60, 70 jusqu'aux années 80. Je ne parle pas de la société actuelle. On a connu des transformations depuis. Donc, et à travers elle, par un langage accessible et qui éveille les consciences. De plus, leurs œuvres expriment en langue kabyle ont une dimension universelle. Un chélien opprimé, un kurde peuvent se retrouver dans une chanson de Lounas Matou ou dans une autre chanson d'un poète, chanteur, contestataire kabyle. Dans cet article, j'évoque aussi les différentes et importantes périodes historiques de l'Algérie post-indépendante et ce qui les caractérise politiquement. Puis, je traite de la question des langues en Algérie, minorées, malgré qu'elles soient majoritaires. Enfin, dans une autre partie, je cite des passages de quelques poèmes et chansons qui parlent de ces périodes et événements importants de l'Algérie post-indépendante. Voilà. Donc, avant de conclure, donc je vais vous lire un passage d'un poème de Matou Blonès. C'est un hommage à tous les détenus politiques qui croupissent dans les geôles du régime algérien. الروحي سادي السلقاف أما قنغير غراف يتراجلون النوبة سيترون ومحبوسيو يوقاد أستني مذا مشوم ثقرا أرتتسوم غارس أنوار أيرزنا سالو ومحبوسيو البطل يقرد يسوراف غارزات ذي الكاف ذفير الموتى تسدو ومحبوسيو. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Sarah pour qu'elle nous dise comment elle a participé à ce livre et pour qu'elle nous dise ce qu'elle veut aussi de sa perception de la poésie en général. C'est à vous. Bonsoir, donc merci Amar de m'avoir fait participer à ce livre. Donc je participe également au festival. Donc moi j'ai été assez enthousiaste sur ce projet parce que Poésie, lutte et combat, c'est un titre qui est très porteur et qui peut concerner beaucoup de sujets. J'en ai beaucoup, moi aussi des combats. En tout cas là j'ai plutôt parlé de trois combats essentiellement.
Le premier, c'était l'égalité homme-femme. Le deuxième, c'était l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour qualitatif, j'entends. Et puis le troisième, c'était le combat pour la paix. Donc c'est un vaste sujet qui, qui est toujours d'actualité et que beaucoup portent. Par rapport à la poésie m'habite depuis les années 2000, hein, où j'ai commencé à écrire de manière très intensive et j'ai publié plus de 20-25 livres à ce jour. Pas seulement de poésie, hein, je me suis aussi essayée à d'autres genres littéraires comme le roman, les essais, les livres d'artistes, les nouvelles. Mais en tout cas, la poésie continue toujours. Je crois que quand on a ce virus-là, on ne s'arrête jamais en fait. Hein, à tout moment où il y a une petite émotion, il y a quelque chose qui se passe dans la vie, des événements, on a envie d'écrire de la poésie et quand on commence, on ne s'arrête jamais. Donc je continue toujours, parmi mes différentes activités, à écrire de la poésie. Pour la petite histoire, moi je suis ingénieure de formation, je suis aujourd'hui journaliste, c'est mon métier. Et puis j'ai une grande activité artistique à côté, et donc je suis ravie d'écrire et de participer ce soir. Je peux peut-être vous lire un petit poème. Allez-y, bien sûr, voilà. Oui, vous pouvez. Alors parmi les 3 poèmes, celui-ci s'appelle L'harmonie du monde. Et voilà, vous allez comprendre. Je mets en exergue une phrase de Stendhal qui dit « L'admission de la femme à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation. Elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain et ses chances de bonheur. Égalité des droits sociaux et politiques, égalité face à l'emploi, égalité économique, égalité des sexes, égalité des voix, égalité des chances, égalité salariale. Ce sont les historiens souvent qui font l'histoire, d'où, hélas, le peu de femmes mises en avant dans les domaines politiques, scientifiques, artistiques, dans le sport, la peinture, l'aventure, la musique. Liberté totale dans le secteur professionnel, mixité, parité, de façon naturelle. Les décisions concernant les femmes sont souvent prises par les hommes. Et si on investissait dans le capital humain féminin? Dégenrer les titres de poste, anticiper le congé maternité, encourager le congé paternité, sensibiliser à l'égalité. Femmes, sexe faible, n'ont-elles pas le droit de vivre libres de toute violence et discrimination du joug de leur conjoint, chef, père, dominant? Favoriser leur carrière malgré la maternité, améliorer l'organisation et le bien-être au travail, attirer et garder les talents, considérer l'être et ses contingences, s'adapter à elles, femmes enceintes, mamans, compagnes d'hommes bien heureux d'avoir un enfant, qu'ils se doivent d'éduquer tout autant que la mère, dans les tâches domestiques, ludiques, logistiques. Si longtemps aux femmes furent interdits les droits élémentaires de vote, de contraception, d'autorité parentale conjointe, de divorce, de profession, celles qu'elles auraient choisies sans nul autre critère. Égalisons enfin et définitivement les salaires des femmes pour une même fonction. Continuons, libérons la parole, écoutons. Elles sont belles et agissent pour l'équilibre du monde. Merci à vous. Si vous pouviez donner la parole, le micro à Maggie de Coster. La même chose alors, hein, oui. Comment vous avez participé à cette belle aventure poétique, et puis probablement nous lire un petit texte, si c'est possible. Ouais. Allez-y. Bah, j'ai été contactée par Amar dès la première édition du festival, et j'y ai contribué avec une conférence que j'ai faite sur Louise Michel et Georges Sand, ou du moins dans l'ordre de Georges Sand et Louise Michel. Elles sont de la même génération. En fait, comme on ne connaît pas vraiment, j'estime qu'on ne connaît pas vraiment Louise Michel, parce que c'est une femme qui est très prolifique sur le plan littéraire. On le connaît que comme la Vierge Rouge, comment dire, celle qui était sur les barricades.
mais elle n'était pas que ça. D'ailleurs, j'avais fait une conférence sur elle et Victor Hugo. En fait, j'ai toujours choisi un angle inconnu du public pour que ça puisse être intéressant, parce que bon, Louise Michel, si je parle d'elle en tant que communarde seulement et tout, je trouve que ça n'aurait pas été intéressant. Bon, j'ai choisi un angle original, et voilà, bon, j'ai mis, comment dire, en fait, bon, j'ai mis, surtout avec Georges Sand, le parallèle que j'ai fait, c'est que j'ai montré qu'elles étaient deux femmes de lutte, deux femmes de combat, issues de milieux, en fait, Louise Michel avait un pied dans la bourgeoisie et un pied dans le peuple, parce que sa mère c'était une femme du peuple et tout. Elle a été élevée par ses grands-parents et dans une ambiance voltairienne et tout. Voilà, bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Hein, bon, vous n'avez qu'à lire, acheter le livre pour lire. Et Georges Sand aussi avait un pied dans la bourgeoisie, pardon, dans l'aristocratie, et un pied dans le peuple. Voilà. Et ces deux femmes ont combattu pour l'égalité des femmes. En fait, Louise Michel était beaucoup plus révolutionnaire que Georges Sand. Mais les deux avaient la même finalité, c'était l'égalité des chances, hein, l'égalité des valeurs humaines, hein, et tout. Et bien, l'une a combattu par les armes et la plume, et l'autre a combattu uniquement par la plume. Et d'ailleurs, Georges Sand a pris un nom masculin parce qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas du tout valorisées. C'est pour ça qu'elle a pris le nom de Georges Sand. Mais elle s'appelle Amantine, etc., etc. Et Louise Michel, eh ben, avait pris le nom d'une femme, Michel de Mailly, hein, pour pouvoir écrire dans la cause du peuple, etc. Bon, j'aurais trop à dire, puisque bon, je pense que le mieux c'est d'acheter le livre et de lire. Vous allez découvrir Louise Michel et Georges Sand sous un autre angle. Et bon, pour mon parcours, je dis toujours que je suis poète de licence et journaliste de formation, parce que j'ai commencé à écrire dès mon adolescence, mon préadolescence. Et j'ai eu la chance d'être publiée à l'adolescence, révélée par mon professeur de français, et avec d'autres jeunes aussi. Et j'ai 34 livres à mon actif, tous genres confondus, poésie, essais, romans, nouvelles, et biographie. Et je suis aussi traductrice de l'espagnol en français, parce que bon, j'ai un petit peu les origines espagnoles, un peu du côté de ma mère qui était métisse cubaine, avec un père en fait cubaine avec des ascendances espagnoles et tout, même si ça n'apparaît pas et tout. Un petit peu aussi d'origine française aussi, haïtienne, française. Voilà, je suis un melting pot. C'est génial. Ouais. Ouais. Alors, si vous pouviez nous lire le mot de Victor Hugo qui clôt votre article, ça serait bien. Merci. C'est quelle page déjà, monsieur? 71. Avec la commune. Et puis, ouais. Le mot de Victor Hugo. Ah, d'accord. Louise Michel est vénérée par Victor Hugo, Victor Noir et Verlaine. Chacun d'eux lui a dédié un poème. On conviendra que les deux femmes étaient féministes et luttaient pour le changement social, mais Louise Michel allait plus loin que Georges Sand, dont elles se sont différenciées par les voies et moyens utilisés. Elles sont toutes les deux passées à la postérité, chacun à sa façon. Georges Sand meurt, mais elle nous lègue le droit de la femme, puisant son évidence dans le génie de la femme. C'est ainsi que la révolution se complète. Victor Hugo. Merci. Voilà. Donc, on va passer maintenant. Merci. Merci. On peut les applaudir tous les trois, effectivement. Je vais passer la parole à nos amis de la salle pour des remarques, des questions.
L'idéal, c'est que les questions soient concises et brèves. Mais ça, c'est l'idéal. Bon, ça, c'est pour garder. Eh bien, bienvenue au Café littéraire quasi légendaire de notre ami Youssef Zirev. Je dirais que c'est assez courageux quand même, parce qu'on ne peut pas dire que la poésie soit très en vogue, malheureusement. Et je tiens à vous féliciter, vraiment bravo pour tout ce que vous faites. Et j'espère que l'élan ne va pas s'arrêter, parce que je sais qu'il faut énormément de courage. Et vous faites vivre la poésie, vraiment, vous méritez tous nos encouragements. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Je reviens un peu à Louise Michel. Bon, j'ai découvert vers un âge très avancé qu'elle a eu des contacts en Nouvelle-Calédonie avec le mouvement qui s'est passé en l'Est algérien, principalement en Kabylie, et qu'elle a connu des Kabyles qui étaient déportés en Nouvelle-Calédonie. Mais ce n'est pas sur ce sujet-là. C'est sur le sujet de comment vous qualifiez Louise Michel, cette femme. Et pour moi, je pense qu'elle est la fille de l'interdit. Elle est la fille de l'interdit moral, de par sa filiation, sa mère, qu'est-ce qu'elle était, comment était son père, etc., comment elle est née et tout. Elle était la fille de l'interdit de la lutte des classes, la fille de l'interdit de l'avancée du progrès social. N'aviez pas vous-même cette filiation? N'êtes-vous pas une fille de l'interdit et que vous voulez vous libérer à travers Louise Michel et prendre son costume pour le déchirer? Merci. Non, c'est-à-dire que mon histoire ne ressemble pas à celle de Louise Michel. En fait, bon, Louise Michel, bon, moi je suis vraiment très bas par rapport à Louise Michel. Voilà. Voilà, bon. Et comment dire, Louise Michel aurait été. En fait, la mère de Louise Michel aurait été violée par le châtelain. Oui, hein, voilà. Et le châtelain a fait passer la paternité à son fils. Et c'est la mère, en fait, la femme du châtelain et la grand-mère et celui qui est le grand-père, entre guillemets, qui l'ont élevé. Et Louise Michel a eu une éducation voltairienne à l'époque où les femmes n'avaient pas droit à l'instruction et tout. Et voilà. Elle avait une correspondance pendant 25 ans qui a duré 25 ans avec Victor Hugo. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est une autre paire de manches et tout. Et il se trouve qu'elle a été chassée à la mort de sa grand-mère et de son grand-père officiel. Elle a été chassée du château par la femme du fils, qui était supposé, en fait, le fils était supposé être son père et tout. Et une fois mariée, eh ben, elle a été, en fait, elle a fait chasser le fils, en fait, comment dire, je m'en mêle les pinceaux. C'est-à-dire que Louise Michel a été chassée du château par le fils et sa femme. Voilà. Et depuis, elle a mené un combat pour le peuple, parce qu'elle n'a pas oublié que sa mère, c'était une femme du peuple. Et c'est pour ça qu'elle a commencé à écrire dans la cause du peuple. Et puis, comme je l'ai déjà dit, comme la femme n'avait pas voix au chapitre, eh ben, pour être lue, elle a pris un nom d'emprunt. En se faisant passer pour Michel de Mailly, etc. Merci, merci. Alors, nous avons des poètes, des écrivains parmi nous, mais nous avons aussi un poète qui a fait bouger beaucoup l'échange en Afrique du Nord, et c'est une chance de l'avoir avec nous. Et je lui demanderai de nous dire un mot ou deux, s'il veut. Je salue d'abord Ben Mohamed. Marhaba ici.
Bon, d'abord, merci pour la présentation de cet ouvrage-là. Mais c'est toujours difficile comme ça d'intervenir alors qu'on n'était pas prévu au chapitre. Bah, que dois-je dire le combat par la poésie, finalement, je crois que ça a été l'un des premiers modes de combat utilisés à travers l'histoire. Parce que le poète a cette faculté d'utiliser l'image, d'utiliser les paraboles, de maîtriser ce monde des paraboles qui lui permet de dire ce que le commun des mortels, comme ça, ne peut pas dire directement dans un langage clair. Voilà. Donc, ce qui a permis, me semble, aux poètes d'être les premiers sur le terrain du combat intellectuel. Voilà. Pour le reste, Merci. Merci. Pas la peine de trop développer. Merci. 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 Ouais, bien sûr. Alors, vous avez choisi des poètes, des auteurs libres qui ont bravé les moules imposés de leur époque. Et justement, je voudrais savoir comment s'est fait ce choix. Oui, donc le choix n'était pas anodin en fait. Donc j'aurais pu choisir d'autres chanteurs, poètes, mais tout d'abord, l'œuvre de Lounisset Menglet et de Mahtoub Lounes est prolifique, très populaire, proche des masses. Leur discours passe facilement aussi. Si on prend Menglet, avant de chanter la politique, il a chanté l'amour, donc il a gagné les masses. Mahtoub Lounes aussi, son discours était très accessible aux masses populaires. En plus, c'était leurs poèmes. C'est eux qui ont composé, je pense, la grande partie de leurs chansons. Et aussi, ils ont accompagné toutes les transformations. Je peux vous dire qu'ils ont chanté sur toutes les thématiques. L'amour, ils ont chanté sur le 20 avril 80, sur 88, la décennie noire, sur la femme. Donc ils ont... Mais j'aurais pu prendre d'autres poètes, mais chanteurs, poètes, mais les autres, la majorité de leurs chansons étaient composées par d'autres poètes, dont Ben Mohamed, notre Daben. Donc c'est pour ça que le choix est porté sur Lounisset Menglet et Mahtoub Lounes. Et concernant les auteurs français, elle peut peut-être nous dire un mot. Comment s'est fait ce choix? Alors, faut peut-être demander à Amar, parce que c'est lui qui m'a demandé. D'accord, ok. Oui, tout d'abord. D'accord. Pourquoi vous? Moi, je trouve belle. Non, parce que déjà, on est connus, on s'est connus depuis la première édition du Festival de Poésie. C'est des poètes, auteurs qui nous ont beaucoup aidés, apporté de l'aide. Et c'est pour ça que le choix est fait. En plus, on a discuté au préalable ce projet, on l'a discuté ensemble. Et c'est pour ça que le choix, en plus, j'ai rien à dire sur les auteurs, j'ai rien à présenter, donc c'est pour ça que le choix est porté. Donc c'est un honneur déjà pour l'association et pour moi-même en tant que qui a coordonné ce livre collectif. Voilà. Merci Amar. Je voudrais demander un mot aussi d'un poète qui est parmi nous, qui nous vient de Tinri, Ali Boudrifi. Un mot, s'il vous plaît.
merci. Bonjour à tous. Voilà, moi j'ai découvert votre association avec notre amie Geneviève Guevara. Et puis, depuis, je m'intéresse beaucoup à tout ce que vous faites parce que, en tant qu'Amazir, je me sens moi aussi impliqué dans tout ce que vous faites pour faire avancer la cause des Amazirs, qu'ils soient kabyles ou bien du sud-est du Maroc, d'où je suis natif. Je suis du côté de la région de Ouarzazate. Tu as cité Timrel, qui est devenu Provence, effectivement. Maintenant, avant, on disait toujours Timrel par Ouarzazate. Maintenant, c'est Timrel direct, quoi. On s'en fout de Ouarzazate. Ça y est, on a déjà pris un petit peu notre envol, quoi. Et puis, depuis, moi aussi, effectivement, je m'intéresse à la poésie. Que la poésie, je me demande toujours pourquoi on dit toujours les poètes maudits. Pourquoi on ne dit pas les romanciers maudits, les essayistes maudits ou des trucs comme ça. Le poète a toujours raison. Comme dit le poète, justement. Voilà, c'est pour ça que moi aussi je m'intéresse à la poésie, j'écris beaucoup. Depuis que je suis à la retraite que j'ai acquis comme ancien loufia, comme dirait l'autre, garçon de restaurant. Mais ça fait 53 ans que je suis à Paris. Et depuis ma retraite, eh ben, j'écris un peu, voilà. Je fais beaucoup de poèmes sur le dépit de l'amour, beaucoup de poèmes beaucoup de poèmes sont féministes et anticléricaux. Voilà comment je passe mon temps vraiment de ma retraite. Et puis j'ai écrit aussi, bien sûr, j'ai écrit un roman qui va sortir bientôt. Peut-être dans un mois, il va sortir. Il est déjà paru, mais je ne l'ai pas encore reçu. Et il s'appelle, j'aspire au fond de moi-même d'écrire une trilogie. Une trilogie qui s'appelle Esquisse d'une vie. Dans ce premier tome qui va sortir dans un mois, il s'appelle Le Candide Berbère. Voilà, normalement, il est déjà prêt sur le site de les maisons d'édition Le Lys Bleu, mais je n'ai pas encore reçu mes 40 exemplaires qui me sont promis, quoi. Voilà, et moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce que vous faites, parce que tout ce que vous faites, c'est pour faire avancer la cause des Amazirs, là où ils sont. Et pour ça, je suis d'accord avec vous à 100%. Je suis prêt à me battre avec vous, auprès de vous, pour qu'on fasse avancer la cause qui est absolument légitime. Merci. Bon, je voudrais quand même faire remarquer quelque chose. Ammar situe le combat, le début du combat, mais du combat politique peut-être, en parlant de l'UNES et de l'UNES. Il ne faut pas oublier quand même que le combat a commencé bien avant. Quand Sherifa est venu à la radio, quand Hanifa a quitté Eril Mahni et toutes les autres, c'était un vrai combat parce qu'elles se sont lancées dans la gueule du loup à l'époque. Quand Cheikh Nordin, qui a fait des études pour devenir imam et qui est devenu chanteur,
c'est aussi un combat. Quand Sherif Khaddam a fait des études aussi pour devenir imam, et qu'il est venu à Paris comme ouvrier à l'usine, pratiquement illettré en français, et qu'il est allé s'intéresser aux études de musique. C'est pas une révolution, ça. C'est pas un combat. C'est un grand combat. Quand Slimane Azn a commencé à chanter, alors que chez les Kabyles, c'était mal vu de chanter. Slimane Azn est arrivé, il a fait rentrer la chanson d'auteur dans les foyers. C'est pour moi l'un des plus beaux combats au niveau de la chanson et de la poésie. Donc on peut pas, et on peut remonter plus loin encore, hein. Le combat de Slimane Loubham, etc. Donc, il me semble que c'est un peu restrictif de s'arrêter, enfin, de commencer l'histoire par Lounis et par Lounas. D'ailleurs, tu as dit que Lounis, au départ, il chantait des chansons d'amour, mais il a toujours chanté des chansons d'amour jusqu'à présent, mais c'est l'objet de l'amour qui a évolué. C'était l'amour de l'enfance, de la voisine, etc., qui a évolué pour devenir l'amour du pays, comme ça a évolué chez les Slaouis. Ça a commencé par l'amour de Fama, et c'est arrivé, c'est l'amour du pays. Donc, tout ça, c'est un peu compliqué comme. Voilà. Merci. Merci. Oui, Claire, oui, allez-y. Bonsoir. Je voudrais, parce que monsieur me fait penser aussi à ce qu'est fondamentalement, depuis l'origine, la poésie, qui a toujours été à la fois une parole chantée ou un langage chanté dans l'Antiquité, et par la suite aussi qui a été l'inspiration divine, en tout cas quand je parle de la poésie occidentale, hein, évidemment. Et aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure du déclin, entre guillemets, de la poésie aujourd'hui. Est-ce que la poésie a vocation à rester un exercice confidentiel pour soi-même, dans une lecture silencieuse? Et ça, c'est des questions que je me pose par rapport à la poésie, parce que quand on parle de Lounès, ou on parle de... Ils ont pu conquérir leur public, parce que à la fois, cette poésie était vivante, elle était chantée, elle s'adressait à tout le monde, hein, au peuple, et pas seulement au peuple. Et je crois que c'est une des vocations de la poésie, c'est de pouvoir être diffusée, chantée, répétée, les refrains se redisent. Et il me semble que c'est la meilleure façon de mener le combat, en tout cas ce combat pacifique auquel vous aspirez, qui est celui de porter la poésie de bouche en bouche, si je puis dire. C'est une question ou un point d'exclamation, je ne sais pas comment le dire. Ouais, merci beaucoup pour la question. Une question très pertinente, j'essaie de répondre. Tout d'abord, moi, je vous ai dit que notre culture, on ne l'a pas inscrite dans cette culture savante. Elle est restée dans l'oralité pendant de longues années ou des siècles. Et ce que les chanteurs poètes ont fait est énorme dans notre société. C'était à travers moi-même et d'autres présents ici. C'est grâce à ces chanteurs, aux chanteurs que Dabban Mohamed a évoqués, que nous avons pu prendre conscience. Voilà. En écoutant Lounas Mahtoub, en écoutant Edma Englet, en écoutant Farhat, en écoutant d'autres chanteurs, on a pris cette conscience de nous-mêmes. Qu'est-ce que nous, tout d'abord?
c'est grâce, ces chanteurs, ces chansons, la preuve toujours, dans toutes les contestations populaires, on entend ces chants qui résonnent dans les manifestations, voilà. Donc c'est grâce à ces chanteurs-là qu'on a pu transgresser des normes, qu'on a pu braver l'interdit, qu'on a pu affronter un régime totalitaire. Et c'est pour ça que j'ai parlé de l'Algérie, des transformations politiques de l'Algérie post-indépendante. Je dis bien post-indépendante parce que l'indépendance n'était qu'un passage en Algérie. Elle nous a été confisquée. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Oui, juste un mot pour dire, dans le sens des paroles pertinentes de Mohamed, la poésie a toujours existé dans toutes les sociétés, hein, depuis la nuit des temps. Et les sociétés d'Afrique du Nord, principalement Amazigh, n'échappent pas à cette constatation. Hein. Donc, en Kabylie, par exemple, il y a toujours eu des poètes. Hein. Malheureusement, de par le fait que cette poésie n'était pas toujours écrite, elle fut par ailleurs écrite parfois, transcrite en langue arabe. Hein. Mais par exemple, nous avons aujourd'hui encore des textes de Youssouf Rassi, un poète qui a vécu vers 1660. Hein. Un grand poète qui, lui, était dans la vie réelle, puisqu'il réglait parfois des conflits entre tribus grâce à sa poésie. Hein. En Kabylie, Mohamed Ouidir, paix à son âme, disait encore des poésies il n'y a pas très longtemps. Hein. Bon, on peut remettre en cause sa façon de dire ses poésies, mais il le faisait. Et surtout les femmes. Les femmes ont toujours gardé ces poésies, puisqu'elles les chantaient dans les mariages, elles les chantaient aussi dans les travaux des champs. Donc cette habitude de la poésie, elle a toujours existé dans pratiquement toutes les sociétés humaines, hein, et donc dans les sociétés d'Afrique du Nord. D'abord, ou bien on pose la question? Je voulais juste réagir à ce qu'elle Oui, je voulais réagir en fait à vous deux, Claire et le monsieur, je n'ai pas saisi votre nom, je suis désolée. Par rapport au déclin de la poésie, je pense que la poésie ne décline pas du tout. Je pense qu'il y a vraiment une dynamique dans la poésie, qu'elle n'est pas forcément confidentielle, mais elle fait peur souvent. Je ne sais pas pourquoi, c'est un genre littéraire qui fait peur. C'est vrai qu'il a été associé parfois à des revendications politiques, hein, comme en Amérique du Sud, comme peut-être un petit peu aujourd'hui également, donc il a fait quand même bouger les lignes. Mais en fait, il y a de la poésie contemporaine aujourd'hui qui est très accessible et qui peut dédramatiser un petit peu l'approche que certaines personnes peuvent avoir de la poésie. Et puis je réagissais par rapport à l'artiste maudit, au poète maudit. En fait, je pense qu'effectivement, c'est parce que c'est un genre littéraire très à part, qui n'est d'ailleurs par ailleurs pas mis en avant du tout dans les librairies, hélas. C'est ça que je voulais parler. Oui, alors c'est très typiquement français quand même, hein, parce que oui, parce que dans les pays anglo-saxons, elle est beaucoup plus mise en avant. Voilà, dans la nouvelle aussi, dans le genre de la nouvelle aussi. C'est très typiquement français quand même, que c'est le roman qui est sur un piédestal. Mais la poésie voilà, fédère beaucoup de monde, beaucoup de gens écrivent de la poésie. C'est juste qu'elle n'est pas mise en avant par les médias et par les librairies, malheureusement. C'est bien ça, je voulais compléter aussi. Oui, en parlant d'Amérique latine, bon, en fait, je suis quelqu'un qui va souvent en Amérique latine représenter la France dans les rencontres de poésie, rencontres internationales d'écrivains, hein, d'écrivaines. Hein, voilà. Et ben, que ce soit, en fait, je suis allée en Argentine, en Colombie, au Panama, au Brésil et tout, eh bien, la poésie, c'est un genre qui est très très dynamique, et même jusqu'à présent, jusqu'à présent, c'est-à-dire que même quand les gens ne peuvent pas aller sur place, ils font des zooms. Au Pérou, moi j'ai participé, je ne connais pas encore le Pérou, mais j'ai participé à plusieurs zooms en poésie, et avec le Pérou, et même pendant le Covid aussi, hein, la poésie a
a connu son heure de gloire, même en France aussi, hein. Ben, pas seulement en Amérique latine, même en France, hein. Les poètes, en fait, étaient très actifs hein, pendant le Covid. Bon, moi, j'ai écrit un recueil de poèmes pendant le Covid. Aussi, Sarah aussi a écrit un poème. En fait, des chansons et aussi un recueil de poèmes. Mais la poésie est en nous, ça se vit, même si c'est pas très répandu parce que bon, il y a des gens qui sont très frileux par rapport à la poésie. Mais la poésie, ça se vit. Il y a le marché de la poésie et tout. Pour vraiment connaître la poésie, il faut venir au marché de la poésie au mois de juin pour voir. Voilà. Bonsoir, en fait, c'est un commentaire par rapport à ce que tu as dit, Amar, par rapport au combat, le thème et les en fait, je voulais juste apporter, c'est un commentaire quand on parle, on va dire, chez nous du combat, la poésie, le combat, parfois j'ai l'impression que on mélange un peu ce qui est idéologique, le tract, et le poème lui-même. Parce que j'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe, j'espère me tromper, que quand on parle tous les cas, aussi bien chez Meglet, Matoub et les autres, etc., on a surpolitisé les choses, alors que les textes, même les chansons, c'est ce qui survit en fait. C'est pas le. Par exemple, si je prends Matoub, tout ce qu'il a chanté, ce qu'on appelle chanson politique, honnêtement, hein, c'est largement discutable et ça, par exemple, lui, sa dimension humaine, quand il chante l'amour, par exemple, l'amour, la vie, personnellement, je suis beaucoup plus sensible quand il chante des thèmes un peu politiques parce que j'ai l'impression qu'on a mélangé un peu le tract, ce que j'appelle le tract, et le poème lui-même ou la chanson. Et d'ailleurs, à l'échelle même de l'histoire, il y a eu beaucoup de régimes qui ont utilisé des poètes. Je cite toujours Maïkovski, qui est un très grand poète russe. Quand il a écrit, par exemple, le fils de Vertèbre, etc., il a fini par... il a été décivé par le parti, en fait. Parce qu'à un certain moment, il est devenu... Enfin, c'était plus son être profond qui parlait, il y avait de... Oui. C'est-à-dire, c'est l'idéologique. Donc, l'esprit du poète, en quelque sorte, il a été, on va dire, corrompu par le discours idéologique. Enfin, il y en a beaucoup, hein. Donc, à mon avis, j'ai l'impression que parfois on mélange un peu le tract, ce que j'appelle le tract. D'ailleurs, maintenant, ce que vous avez lu, enfin, je le dis en toute là c'était un petit peu... Et il y a un côté un peu tract. Mais en fait, on est un ensemble. Justement, enfin, je ne sais pas... On a un ensemble de choses, donc on peut écrire sur l'amour, on peut écrire sur des causes. Parfois, j'ai beaucoup de mal en tant que lecteur. Hein. D'ailleurs, il y a un texte d'un philosophe français qui s'appelle, de Jean-Luc Nancy, s'appelle « La résistance de la poésie ». Lui, il a inversé la formule parce qu'on parle beaucoup de la poésie de la résistance. On a plein d'anthologies, c'est contextuel, c'est-à-dire dans le contexte de guerre, etc. Il y a des poètes qui ont émergé, par exemple Aragon, etc. Mais lui, il fait l'inverse. C'est quoi la part du poème et c'est quoi la part de comment un poète, je sais pas, je peux citer comme ça de nom, par exemple, tiens, un poète marocain très connu, Ablatif Labi. Quand on, je sais pas si c'est un grand poète marocain, au début de son œuvre, comme il était très politisé, très politique, etc., enfin, il écrivait des choses comme ça, tract, d'ailleurs, il a mis les mots tract et tout. Alors, vers la fin, enfin, depuis quelques années, il est revenu beaucoup plus à lui-même, c'est-à-dire à son être profond. Et je pense que la parole politique, elle est par essence quelque chose d'intime, en fait, qu'on peut partager, justement, par le biais du partagement de ce soir-même. Voilà. Merci beaucoup pour ma question. Et je vais essayer de répondre. Bien sûr, tout d'abord, par rapport à l'ouvrage collectif, en fait, mon point de vue, en fait, mon texte ne concerne que moi-même, en fait. Les autres, ils ont parlé d'autres thématiques, en fait, de combat, bien sûr, et de résistance. Chacun a parlé, a évoqué
une thématique. Moi, j'ai évoqué cette thématique de chanteur, poète kabyle. Tout d'abord, je n'ai pas parlé de poète de Bali, premièrement, et je pense que on ne peut pas dissocier les choses de la politique, du moment qu'on vit au quotidien, le fait politique. On est l'objet tout d'abord des transformations politiques. Et le chanteur, le poète, il vit ces transformations, ces changements politiques. Donc, comme tous les autres, il va réagir, mais il va réagir à sa façon. Parce que un peintre va peindre, et un poète va composer un poème, et à une époque, à cette époque-là, il n'y avait que la chanson qui était un moyen, un canal d'expression qui était accessible aux masses. Même le discours politique n'était pas accessible. Ah, les gens, ils n'écoutaient pas Saïd Saadi ou Aït Ahmed. Ils écoutaient beaucoup plus le on a tout blonnes. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'un album sortait, les gens ils disaient qu'est-ce qu'il a dit cette fois? C'est et c'est pour ça que dans notre société, le contexte algérien, le contexte kabyle particulièrement, en plus il y a une chose importante, c'est que les gens ont plus confiance en nos chanteurs que chez les politiques. Les gens n'ont pas confiance aux politiques. Mais ils ont confiance beaucoup plus au poète. Ils veulent le poète et le chanteur. Malgré qu'il commet des erreurs, mais il a une place importante dans notre société. Moi, je vous parle du contexte. Après, tout est critiquable, tout est... voilà. Et merci pour la réflexion. On va prendre une dernière question à Kada. Voilà, justement, parce que, Monsieur Amar, je vous ai entendu dire que Lounis Aït Meguelet, chanter l'amour, il a préparé un public. Comme si il avait une stratégie de passer de l'amour après à la révolution, un truc comme ça. Moi, je vais intervenir sur deux côtés. Il y a un côté théorique, là, et je suis témoin. Je suis témoin de l'époque d'Aït Meguelet et je ne comprends pas le kabyle. Je suis témoin d'une époque où Aït Meguelet chantait l'amour. Alors sur le plan théorique, d'abord la poésie c'est une rébellion. Quel que soit le thème à laquelle elle s'accroche. La poésie c'est une rébellion. Elle n'obéit à aucune règle et c'est pour cela que les poètes sont des maudits. Parce qu'ils n'obéissent pas au maître, il n'y a pas un patronat pour la poésie. Le poète s'exprime comme il peut et à chaque fois que la poésie s'exprime pour... La belle poésie est une poésie de liberté, qu'elle s'attaque à l'amour, qu'elle s'attaque à l'affection, aux animaux, aux êtres humains, c'est toujours pour dire, c'est un cri. Pour moi, c'est un cri. Alors, je reviens au témoignage. Nous étions dans les années 70. Les Kabyles venaient à Constantine. J'étais à Constantine, et puis on était de gauche. Il y avait plein de poésie, il y avait du Paul Éluard, il y avait du Sartre, il y avait de l'Aragon, on se partageait ça entre nous, c'était notre langue commune, on était même dans, des fois on était dans une secte, c'est-à-dire qu'on s'aimait tellement, ils étaient kabyles, mais quand j'allais dans leur chambre, ces mecs-là, ils écoutaient du Meguelet. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, on chantait l'International ensemble, voilà. On chantait les belles chansons de la Révolution, Bella Ciao et tout, mais quand ils sont seuls avec le magnétophone, ils écoutent ce mec-là. Moi, je ne comprenais rien. Et j'ai posé la question à mon ami, qui était mon camarade. On était prêts à monter au maquis ensemble. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne peut pas me mentir. Je lui dis, mais tu écoutes Meguelet, qu'est-ce qu'il dit ce mec-là? Il t'accapare comme ça. Il me dit, il chante l'amour, il est comme pour vous, parce que nous on écoutait à l'époque pour l'amour, Farid Atrache. C'est longtemps après que j'ai compris
que l'amour est un combat. Longtemps après, j'ai compris que l'amour est un combat. Après, avec le développement des luttes, etc., Ait Menglet est venu chanter des thèmes. Mais il n'a jamais, pas pour moi, il n'a jamais déserté la poésie. C'est ça, parce que s'il avait déserté la poésie, il serait tombé dans le discours et personne n'accepterait le discours. Le poète, il dit les choses belles pour moi. C'est-à-dire qu'il n'a pas préparé un public. On ne prépare pas, parce que quand on prépare le public, on est dans la manipulation, on n'est plus dans la liberté. Merci. Merci. Juste un dernier mot. Ouais. Eh bien, je voudrais remercier Ben Mohamed, notre grand poète qui a écrit pour les plus grands artistes kabyles, pour ne citer qui dire, il y en a d'autres. Il a cité Silman Azam, bien sûr, Silman Azam, mais il ne faut pas oublier qu'il est mort en exil. De son vivant, il était interdit en Algérie. Donc c'était un homme exceptionnel qui était fidèle à ses convictions, un poète libre. Donc la poésie libre peine à survivre. Il y a beaucoup de bouffons de cour. Ils ont existé, ils existent encore, qui mangent à tous les râteliers. La poésie libre peine à avoir une visibilité. Donc voilà, donc il reste encore des combats à mener et vivent les poètes libres. Amar, je voudrais juste que tu dises un mot sur nos femmes kabyles, nos grands-mères, nos tantes et tout, qui ont toutes été des poétesses. C'est une belle question, Louisa. Ben voilà. Va terminer avec ta question et c'est le mot de la fin. Alors. Oui, c'est le mot de la fin. De rendre hommage. Oui, je vais répondre tout d'abord à la question du monsieur. Tout d'abord, peut-être j'ai mal exprimé, mais je n'ai pas dit que Ait Menglet a préparé son public. J'ai dit que Ait Menglet a commencé à chanter l'amour. Mais l'amour est aussi un combat. Voir le contexte de la Kabylie de l'époque, déjà chanté est un tabou, voilà, est un interdit, voilà. Et chanter l'amour, et encore chanter l'amour, dans notre société qui était conservatrice. Et Ait Menglet, avant aussi, Dabben le connaît mieux, a commencé par le groupe Imaziran, c'est ça Dabben. Voilà, donc avant qu'il commence à chanter l'amour, il était dans le groupe Imaziran. Donc, Teri Imaziran, les années 60, c'était déjà un grand pas. Mais je n'ai pas dit que Ait Menglet a préparé ses foules, ou ses fans. Je n'ai pas dit ça. Pour revenir à Anna Louisa et pour conclure, voilà. Je ne dis pas que je suis féministe parce que moi je récuse ce terme employé par la bourgeoisie, par le. Voilà, voilà. Politiquement, c'est une manipulation. Pour moi, l'égalité se fait le jour où on vivra dans une société sans classe. Pour moi, c'est ça, l'égalité. Dans une société sans classe. C'est ma conception idéologique des choses. Je n'ai pas parlé d'égalité. Oui, voilà. Mais je rends un grand hommage à nos femmes. Peut-être le jour viendra où notre association consacrera soit un livre ou un travail collectif pour rendre hommage à toutes les femmes kabyles et à toutes les femmes du monde. Parce que le combat des femmes est un combat universel. Je voulais juste dire quelque chose. Moi, à l'âge de 8, 10, 12, 14 ans, je ne comprenais rien à la vie, mais j'entendais nos grands-mères, nos tantes dire des poèmes à l'instantané comme ça. Et c'était très touchant. Et ça ne voulait pas dire pas grand-chose, ça voulait dire beaucoup de ce qu'elle disait. C'est tout ce que je voulais. C'est l'expression du secouance. Justement. Voilà, c'est l'expression. Ou de bonheur. Bien sûr, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. À propos de l'ONU, tu dis qu'il a commencé par le groupe Imaziran, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier
que Barkat Menguillat, c'est son nom, et Barkat Menguillat a été assassiné pour son combat identitaire. Bon, ensuite, une chose que malheureusement on ne voit pas assez, l'ONIS a toujours été honnête avec lui-même et avec son auditoire. Il a toujours chanté ce qu'il ressentait. C'est pas ce qu'on lui chantait, ce qu'on lui disait de dire. Il ressentait des choses. À l'époque, quand il a commencé à chanter, il était très jeune. C'est normal qu'il chante des problèmes de jeunes. Et même là, dans le deuxième 45 tours qu'il avait fait, l'une des faces du disque, c'était Irak où il annonçait la couleur de ce qu'il va faire plus tard. Il disait, en fait, ce que je chante n'est pas ce que vous croyez. Voilà. Et il a toujours évolué comme ça, en fonction après de ses lectures, parce que c'est quelqu'un qui lit énormément, c'est quelqu'un qui écoute plus qu'il ne parle, et c'est quelqu'un qui est très sensible à la société dans laquelle il vit et dont il ressent les préoccupations quotidiennes. Et c'est ce qu'il exprime qu'il a exprimé durant toute sa carrière et jusqu'à présent. Quand il enregistre, ce n'est pas parce qu'il se dit « Ah, ça fait une année ou 2 années, je n'ai pas enregistré, il faut que j'enregistre ». Non, c'est quand il trouve des sujets nouveaux, intéressants à aborder, et là, il fait son enregistrement. Voilà, c'est cette qualité que beaucoup de chanteurs n'ont pas. Je me rappelle d'une époque à la radio où il y avait des chanteurs qui venaient voir le discothécaire et lui demandaient quelles sont les chansons qui marchent. Ils sont demandés pour pouvoir après faire des remakes. Voilà. Merci. Bien, merci Ben Mohamed pour ce précieux témoignage donc, concernant l'ONIS Menguillat. Voilà. Merci Amar, merci Sarah, merci Maggie. On va passer maintenant à la dédicace et la discussion peut continuer autour d'un verre. Merci à vous toutes, à vous tous. À la semaine prochaine.